Dans les temps anciens, le gouvernement a commencé à mettre en œuvre une politique d'expulsion à grande échelle des objets étranges et des monstres. Les gens appelaient cette pratique la purification des monstres, et le jeune homme connu sous le nom de tueur de démons travaillait pour un cirque. Ce n'était pas vraiment un cirque, mais plutôt une arène pour divertir les gens à l'extérieur. Le chef de cirque a accidentellement acheté un gobelin capturé pour l'utiliser comme artiste. Et dans ce cirque, la plupart n'étaient pas des humains, mais des démons et des monstres. Le lendemain matin, il est sorti se promener et a été suivi par un groupe d'enfants. Il leur a fait peur, les faisant fuir terrifiés. Il a ensuite acheté une bouteille de bière et a vu des gens battre un chat, pensant que c'était un démon. Comme le tueur de démons était là, ils lui ont demandé de s'en occuper, mais il pensait que c'était juste un chat. Alors il ne l'a pas frappé, mais l'a juste tapoté pour le chasser. Bien que les gens aimaient le regarder combattre des monstres, il n'aimait pas s'associer à lui dans la vraie vie. Cette nuit-là, il est remonté sur scène, et par hasard, ce chat était en fait un monstre. Après la représentation, il a quitté la scène et a réalisé qu'il était suivi. La fille qui le suivait s'est précipitée quand elle ne l'a pas vu dans la pièce et a été attrapée par lui. Il voulait savoir ce qu'il y avait dans cette cage, alors il s'est approché, la forçant à contre-attaquer. Elle a sorti une arme, mais il s'est approché à nouveau et a gardé l'arme au sol. Il l'a rapidement maîtrisée quand une voix venant de la cage lui a dit d'épargner cette servante. La servante a alors rangé l'arme et a ramassé la cage. La voix à l'intérieur savait qui il était vraiment. Il était un demi-démon qui avait été expérimenté et avait de nombreux démons implantés dans son corps. Il avait également du mal à rester sain d'esprit, et utiliser le pouvoir démoniaque tous les jours le ferait bientôt consumer par les démons. La voix voulait conclure un accord avec lui. La cage a ensuite été dévoilée, révélant la tête d'une fille. Elle était immortelle, nommée Aya, et elle lui a demandé de la tuer. En retour, elle lui donnerait un moyen de prolonger sa vie. Elle avait vécu plus de 900 ans, et les démons étaient les seules créatures qui pouvaient annuler son immortalité. Mais celui qui lui a fait du mal était un demi-démon, donc son pouvoir n'était qu'à moitié et ne pouvait pas la tuer complètement. Il y a 1 an, elle a été approchée par un demi-démon qui a pris son corps. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais a seulement vu son maître, un vieil étranger avec une voix rauque et une canne. Elle voulait trouver cette personne, mais n'avait aucun indice, alors elle est venue le voir. En tant que demi-démon avec plus de démons que d'humains, elle ne savait pas s'il pouvait la tuer. Il voulait ensuite aller ailleurs pour en discuter, car il serait problématique que le propriétaire du théâtre les trouve et le fasse jouer à nouveau. Il a ensuite dit son nom pour faciliter la communication, il s'appelait Sanashi. Aya s'est alors demandé pourquoi il aspirait à la vie tout en continuant à jouer, alors qu'il savait qu'il serait bientôt consumé par les démons. Il a admis qu'il le savait, mais jouer et devenir un démon faisait partie de son intention. S'il perdait la tête et se transformait en démon pendant qu'il jouait, les gens qui l'ont toujours considéré comme un divertissement seraient les premières victimes. Et il voulait voir combien il pouvait en tuer avant d'être arrêté. C'était la façon de mourir qu'il pensait d'être la plus amusante et qui pourrait rectifier cette société. Mais quand elle a dit qu'il y avait un moyen de l'aider à prolonger sa vie, il a abandonné cette idée. Cependant, il a dit carrément qu'il ne la tuerait pas parce qu'elle ne voulait pas vraiment mourir, mais qu'elle s'ennuyait juste de vivre avec seulement une tête. Mais il était prêt à l'aider à récupérer son corps, car le vieil homme qui avait volé son corps était celui qui l'avait transformé en cet état. La canne du vieil homme portait la lettre M gravée dessus, et Aya a confirmé que c'était correct. Alors maintenant, l'accord a changé. Aya savait que son corps était en Europe, ce qui signifiait qu'il aurait un long voyage pour le trouver. Il a ensuite demandé à Aya comment il pouvait prolonger sa vie, et Aya lui a dit qu'il avait juste besoin de manger une partie de son corps. Mais bien sûr, rien sur cette tête n'était autorisé. Elle s'est rendue compte que les fluides corporels fonctionnaient aussi, alors elle lui a demandé s'il préférait la sueur ou la salive. Il a choisi cette dernière, et Aya lui a demandé d'avancer son visage. Ils ont utilisé ce baiser comme un contrat pour coopérer l'un avec l'autre. Pendant ce temps, en France, un père et un fils vampire chassaient le cerf. Le père voulait utiliser une arme à feu, mais ne pouvait pas suivre la vitesse du cerf, alors il s'est précipité pour l'attraper à la main. Le fils a demandé à son père pourquoi il avait apporté une arme à feu s'il ne pouvait pas l'utiliser, et il a répondu que c'était un cadeau du maire, alors il devait l'essayer. Les vampires avaient commencé à interagir avec les humains depuis la disparition du comte Dracula, car vivre avec les humains semblait plus sûr que de les affronter. À son retour, le fils a demandé pourquoi son père gardait des objets en argent,
et il a dit que c'était pour empêcher d'autres chasseurs de les utiliser contre eux. En entrant dans le stockage, il a découvert une balle en argent tachée de sang de vampire et s'est précipité pour trouver les membres de la famille. Il a trouvé son fils aîné et le majordome, et lorsqu'on lui a posé des questions sur sa femme et sa plus jeune fille, il a appris que sa femme était dans la pièce et que sa plus jeune fille chantait avec la femme de chambre. Il n'y avait aucun signe d'intrus. Il est allé trouver sa femme dans la pièce et a eu le cœur brisé de constater qu'elle était décédée d'une blessure par balle. Quelques jours plus tard, des journalistes ont commencé à venir chez lui pour le trouver. Il était le comte Godard, et parce qu'il avait vécu pendant 20 ans sans boire de sang humain, il avait les droits d'un citoyen. Mais il y avait encore des éléments extrémistes et discriminatoires qui le visaient. Il a ensuite été entouré de journalistes. Il ne voulait rien dire à la presse, mais une jeune fille nommée Annie, également journaliste, lui a demandé ce qu'il voulait faire à propos de cette affaire. Il a décidé d'engager un détective parce que la police était trop négligente. En apprenant le détective qu'il avait engagé, Annie a soupçonné qu'il avait engagé le duo Aya et Sanachi pour enquêter et résoudre l'affaire, ce qu'il a confirmé être correct. Les deux étaient maintenant emmenés en calèche pour rencontrer le comte Godard. Selon lui, ils avaient déjà résolu plusieurs affaires liées à des monstres. Bien que leurs identités et la vérité soient encore quelque peu vagues, ils étaient au moins plus fiables que la police. À l'arrivée, Sanachi a marchandé avec le cocher. Il a négocié le trajet chaotique, demandant un prix légèrement inférieur. Aya voulait qu'il arrête d'intimider le pauvre homme, mais il a insisté pour réduire le prix d'une pièce, ce que le cocher a dû accepter. Mais Sanachi n'avait pas d'argent, alors il a dit au cocher d'aller chercher l'argent auprès du comte. Le cocher est alors entré en pleurant auprès du comte pour se plaindre d'avoir été intimidé par Sanachi. Le comte a dit au majordome d'aller chercher l'argent pour payer. Sanachi s'est présenté au comte, et quand le comte a entendu la voix d'Aya, il a pensé que c'était la servante Shizuku qui parlait. Mais Aya a demandé à Shizuku d'aller ranger leurs bagages, ce qui a rendu le comte encore plus confus car il ne pouvait pas dire d'où venait la voix d'Aya. Quand ils sont officiellement passés aux affaires, Sanachi a soulevé le voile et a montré au comte et à ses deux fils que Aya n'avait qu'une tête, et qu'elle pouvait encore vivre en bonne santé. Parce qu'elle n'avait qu'une tête, elle ne pouvait utiliser principalement que son cerveau. Elle a demandé au comte de raconter toute la scène du crime. Il les a emmenés dans la chambre de sa femme pour examiner la scène. Parce que les corps de vampires se décomposent très rapidement, sa femme avait déjà été enterrée, mais il y avait encore des photos. En les regardant, il semblait que sa femme avait été poignardée au cœur avec quelque chose comme un pieu. Il n'y avait aucun signe de lutte sur son visage, donc elle devait dormir à ce moment-là. Cela signifiait que le tueur avait poignardé directement dans son cœur avec un pieu. Le dossier de la chaise n'était pas rayé, et le fait que le tueur ait pu contourner les sens aiguisés du vampire montrait qu'il devait être très expérimenté. Il n'y avait aucune blessure externe, donc le tueur a peut-être utilisé de l'eau bénite pour dissimuler certaines choses sur les lieux. La bouteille d'eau bénite était toujours là avec des taches de sang sur le goulot. Un autre problème était le pieu en argent trouvé dans le stockage, dont seul le comte et le majordome avaient les clés. Si les vampires touchent de l'argent, même à travers un tissu, cela provoque une sensation de brûlure qui ne peut pas guérir. À partir de là, Aya a déduit 7 points. 1. Le tueur devait être une connaissance proche pour contourner les sens de la dame. 2. Pourquoi le tueur a-t-il agi la nuit alors que les vampires sont les plus faibles pendant la journée? 3. La serrure du stockage a été trouvée cassée, et pourquoi la bouteille d'eau bénite a-t-elle été laissée derrière? 4. Comment le tueur connaissait-il le pieu en argent dans le stockage, et savait-il exactement où était la chambre de la dame et quand elle dormait? 5. Pourquoi le tueur a-t-il remis le pieu en argent dans le stockage? À ce stade, le comte a commencé à se sentir étourdi. Soudain, sa plus jeune fille est venue le chercher, mais a été effrayée par Sanachi. Aya a dit qu'elle révélerait les 6e et 7e points plus tard. Elle a ensuite dîné avec toute la famille du comte. Le cocher a également été invité à se joindre à eux, mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui avec suspicion. Il était assez surpris que Aya n'ait qu'une tête. La famille du comte ne buvait que du sang pour maintenir sa force, tandis que les autres avaient des plats normaux. Aya n'avait pas besoin de manger du tout. La famille du comte était sceptique quant aux capacités des deux détectives, et pensait même qu'ils étaient tous les deux des fraudeurs et indignes de confiance. Bien que le comte les ait trouvés excentriques, mais très perspicaces lors de l'enquête. Aya a décidé de se montrer un peu lorsque le cocher a demandé comment elle savait qu'il avait des problèmes avec sa femme.
Il était alcoolique, mais sa femme lui interdisait de boire depuis longtemps. Premièrement, elle a regardé sa chemise, qui avait des taches décolorées indiquant qu'il renversait fréquemment de la nourriture dessus, obligeant sa femme à la frotter constamment. Ce n'est que lorsqu'on est ivre qu'on renverse de la nourriture aussi souvent. Deuxièmement, bien que sa barbe ne soit pas rasée, sa chemise était très soignée avec un bouton recousu. Et il semblait ne pas avoir bu depuis une semaine, car sa chemise n'avait pas été lavée depuis une semaine. Il était clair que sa femme en avait assez d'un mari ivre, il devait donc écouter pour maintenir la paix familiale. Il savait qu'il devait chérir davantage cette femme attentive, alors il a décidé d'arrêter de boire. Le fils aîné du comte était convaincu et pensait qu'elle était comme le détective Sherlock Holmes. Aya a ensuite posé d'autres questions sur l'affaire. Le corps a été découvert à 1h30, et la famille avait l'habitude de dîner à minuit comme ça. À 12h30, sa femme a fini de manger et est allée dans sa chambre pour se reposer. Après le repas, il est allé rencontrer son fils aîné dans la bibliothèque pour discuter de la gestion de la ville. La plus jeune fille était également là. Puis, il est parti à la chasse. Quand il est entré dans l'entrepôt pour prendre son équipement, rien n'était inhabituel. Quand il est sorti, son deuxième fils a demandé à l'accompagner, et ils étaient ensemble dans la forêt jusqu'à leur retour. Il a tiré 3 coups de feu sur des cerfs, mais les a manqués. Le fils aîné a également entendu ces 3 coups de feu. Après que le père soit parti à la chasse, le fils aîné est retourné dans la salle de lecture et a envoyé la servante surveiller sa sœur. Aya a demandé au deuxième fils ce qu'il avait fait entre la fin du repas et le moment où il est parti à la chasse. Se sentant suspecté, il a protesté, mais si on est innocent, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le deuxième fils était le plus suspect car de 12h30 à 1h, il était juste dans sa chambre et n'a entendu aucun bruit. Aya a demandé à la servante ce qu'elle a fait de 12h30 à 1h30. Elle a dit qu'elle était juste en train de nettoyer, puis a vu la jeune demoiselle importuner son frère. Alors elle a joué avec la jeune demoiselle jusqu'à 1h30. Entre-temps, elle est allée aux toilettes pendant environ 1 à 2 minutes et est revenue. La plus jeune fille a confirmé cela. Quant au majordome, il travaillait et organisait l'emploi du temps du comte. Il était toujours seul pendant ce temps. Après avoir entendu les explications, Aya a constaté que le fils aîné et le majordome n'avaient pas d'alibi. La raison pour laquelle elle pensait que le coupable était quelqu'un dans la maison était parce que, comme elle l'avait expliqué plus tôt, il était très difficile d'expliquer si le tueur était un étranger. La plus jeune fille s'est enfuie, ce qui a fait que la servante l'a poursuivie. Ils ont ensuite terminé le repas, et Aya a demandé à Sujiku de surveiller les 2 serviteurs dans cette maison. Puisque le fils aîné n'était probablement pas le coupable. Il est également venu les menacer tous les deux de ne pas être celui qui a tué sa mère. Aya savait aussi qu'il n'était pas le coupable parce qu'elle avait observé les mains de chacun pendant le repas. Et les 3 vampires n'étaient pas blessés, prouvant qu'ils n'avaient pas tenu le pieu. Pour l'instant, Aya devait aller trouver ce pieu pour vérifier. Pendant ce temps, Sujiku surveillait les 2 serviteurs dans la maison du comte. Il était 1h, alors le majordome voulait aller travailler, mais a été arrêté par Sujiku. La servante a informé que le comte et Sanachi étaient allés dans la forêt. Ce qui a rendu le majordome un peu mal à l'aise et inquiet. Pendant ce temps, en marchant, le comte racontait comment il avait entendu parler d'une créature que l'on croyait immortelle, et qui avait vécu pendant plus de 1000 ans. Mais Aya a révélé que cette créature immortelle avait aussi une faiblesse, les démons. Les démons pouvaient tuer les immortels, mais avaient une très mauvaise défense et pouvaient mourir d'une simple balle. Les humains avaient exterminé presque tous les démons, et il en restait très peu maintenant. Le comte réalisa qu'ils parlaient tous les deux d'eux-mêmes, un démon et une immortelle. Tous deux savaient qu'il était démasqué, alors ils ne s'en cachèrent plus. Soudain, le comte fut pris en embuscade, il éteignit donc les lumières et demanda la permission de se précipiter pour attraper cette personne. Il attrapa le chasseur très rapidement et pensa qu'il avait tué sa femme. Mais Aya lui demanda d'épargner cette personne. La manche de cette personne était couverte de poussière de charbon, prouvant qu'elle avait voyagé longtemps en train. Il a dit qu'il était venu ici pour venger un chasseur qui avait été tué par le comte. Mais cette personne avait attaqué le comte en premier, il ne faisait donc que se défendre. Il raconta ensuite l'histoire de ce chasseur, qui avait prévu de tuer le comte et était très confiant car il avait de l'aide. Ce chasseur avait apporté un pieu, et il ne savait même pas qu'il était en argent. Aya voulait que le comte laisse partir cette personne parce qu'elle avait retenu la leçon. Aya a révélé que grâce à ce chasseur, elle n'avait plus besoin d'errer dans la forêt.
Elle voulait qu'il revienne et rassemble tout le monde afin qu'elle puisse résoudre l'affaire. À son retour, Aya annonça que le tueur était l'une des personnes présentes. Le fils aîné ne voulait pas le croire, mais le comte voulait d'abord l'écouter. Elle a revisité cette soupçon. Premièrement, le tueur était quelqu'un de familier, il pouvait donc déjouer la comtesse. Deuxièmement, le tueur a agi la nuit au lieu du jour. Troisièmement, le tueur a laissé la bouteille sur les lieux. Quatrièmement, le tueur connaissait bien l'emploi du temps dans le château. Cinquièmement, le tueur a délibérément laissé le pieu en argent dans l'entrepôt. Le sixième soupçon concernait le son. Lorsque la comtesse a été tuée, le fils aîné et le majordome étaient près de sa chambre mais n'ont rien entendu, ce qui était trop étrange. Les deux n'avaient pas d'alibi, mais il était peu probable qu'ils soient complices, elle soupçonnait donc que le crime s'était produit avant 1 heure. Le tueur a dû placer quelque chose entre les deux pour étouffer le bruit du pieu enfoncé. Mais la scène ne comportait qu'un manteau, donc le tueur n'a peut-être utilisé que la force du poignet pour le faire. Pourquoi le tueur n'a-t-il pas utilisé un marteau pour enfoncer le pieu? Même si entendre des bruits de marteau ne serait pas inhabituel, car la comtesse réparait souvent des meubles. Peut-être que le coupable craignait que le marteau n'endommage le pieu. Cela a conduit à la conclusion que le pieu qui a causé le meurtre n'était pas en argent. Le pieu en argent que le comte a vu dans l'entrepôt n'était peut-être que taché de sang comme l'heure. Mais quel matériau pourrait causer la mort de la comtesse tout en étant facilement cassé s'il était martelé? Elle a dit cela à part pour passer au 7e soupçon. La bouteille qu'elle a trouvée dans la chambre de la comtesse n'était en fait pas utilisée pour contenir de l'eau bénite. Parce que la bouteille était sale et non nettoyée à l'extérieur, elle devait être sale à l'intérieur. Si elle contenait de l'eau, comment pourrait-elle être sale? La bouteille ne devait donc pas contenir d'eau dès le départ et a simplement été placée sur les lieux comme un faux. Mais la blessure de la comtesse montrait des signes de dommages causés par l'eau bénite. À partir de là, elle en a déduit que le coupable avait dû congeler de l'eau bénite en un pieu pour commettre le crime. Ils ont utilisé le manteau sur les lieux pour couvrir les éclaboussures de sang. Le pieu a rapidement fondu et blessé la peau de la comtesse. Le coupable a pris le sang de la comtesse et a attendu que le comte parte à la chasse. Puis s'est rendu à l'entrepôt et a organisé une fausse scène de crime. Le but était de faire croire au comte que l'heure du crime était après 1 heure, et non avant. Donc, la personne sans alibi de 12h30 à 1 heure serait le coupable. 2 personnes répondaient à ces critères, la femme de chambre et le 2e fils. Mais cette personne devait être assez forte pour enfoncer le pieu et avoir peu de temps pour créer une fausse scène de crime. La personne la plus soupçonnée était toujours le 2e fils. Le 2e fils a fait valoir qu'il était un vampire et qu'il ne pouvait pas tenir de pieu en argent ou de l'eau bénite. C'était vrai, mais si le coupable s'était coupé sa propre main et l'avait régénérée, ce serait différent. À partir de là, on pouvait être certain que le 2e fils était le tueur. Il est immédiatement devenu nerveux et s'est jeté sur Aya, mais a été attrapé par Sanachi et jeté dehors. Selon Aya, la raison pour laquelle le 2e fils était le coupable était qu'il était également opposé aux humains et les détestait. Mais le comte a choisi de se lier d'amitié avec les humains, alors il a créé cette affaire pour lui faire reprendre ses esprits. C'est lui qui a contacté le chasseur et a créé une opportunité pour ce chasseur d'attaquer le comte et de voler le pieu en fer et le récipient. Puisque la famille du comte fréquentait souvent l'église, il pouvait facilement prendre de l'eau bénite et la mettre dans le récipient de pieu en fer du chasseur. Puis le laisser dans la forêt la nuit pour qu'il gèle. Le reste était comme on l'a vu. Le 2e fils essayait maintenant d'attaquer Sanachi, mais il n'était pas de taille pour lui. Sanachi a abattu le 2e fils à fond tout en lui racontant sa propre biographie. Alors qu'il finissait de nettoyer, il est retourné à Aya. Elle et Sanachi étaient sur le point de partir, et comme l'aube approchait, la jeune journaliste Annie est arrivée. La fille et le groupe de Sanachi se connaissaient d'avant, elle était donc consciente que Aya n'avait qu'une tête. Sanachi a suggéré que si elle voulait se renseigner sur l'affaire, elle devrait interroger le majordome. Shijuku et Sanachi ont recommencé à se courir après, tandis que Aya a demandé au comte s'il allait bien. Il avait perdu une femme et maintenant un fils, mais il devait encore révéler la vérité au monde entier. Aya lui a posé des questions sur la personne avec la canne, s'il avait rencontré cette personne récemment et avait été invité à Londres, mais il avait refusé. Avec une nouvelle piste, Sanachi et Aya ont continué leur voyage. Pendant ce temps, dans un train, 2 nouveaux personnages sont apparus. Celui aux cheveux blancs était connu comme le fantôme de El Opera.
Et la blonde avait une demande pour que le fantôme réalise un vol de diamants dans un musée à Londres, où le détective Sherlock Holmes opérait. Le fantôme acceptait le travail. À ce stade, le groupe de Sanachi et Aya était arrivé à Londres. Selon la presse anglaise, la personne qui a embauché le fantôme de tel opéra était le maître voleur Lupin. La journaliste Annie les avait également suivis là-bas. Le groupe de Sanachi se dirigeait vers un magasin de Cannes pour demander une liste de clients. Alors qu'ils partaient et entraient dans une ruelle, ils ont rencontré deux hommes qui voulaient la liste de clients que Sanachi portait. Soudain, ils ont été attrapés par la police et emmenés dans une voiture. Dans la voiture, il y avait aussi une paire de jumeaux qui avaient été arrêtés. Aya et l'autre homme ont reconnu ces deux-là comme des voleurs en raison de leurs poignets rouges à force de porter des objets lourds et de la sueur sous leurs ongles, indiquant qu'il avait transporté des objets en céramique lourd. Leur déduction correcte a amené l'un d'eux à avouer par inadvertance. Le journal a rapporté qu'une figure célèbre connue sous le nom de l'homme de fer embauchait des détectives pour enquêter sur le voleur Lupin qui ciblait son trésor. Par coïncidence, les deux détectives qu'il a embauchés étaient Aya et Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes était celui qui voyageait avec eux dans cette voiture. Quand la police a réalisé cela, ils ont tourné la voiture vers le manoir de l'homme de fer. Au manoir, nous avons appris que l'homme de fer et son majordome avaient établi un record de vol autour du monde en 80 jours. Annie, maintenant à l'extérieur de la porte du manoir, était excitée de voir les deux célèbres détectives. Au même moment, le fantôme de tel opéra avait également entendu cette nouvelle. Quand ils ont rencontré l'homme de fer, il n'a pas été trop surpris de rencontrer Aya, car il avait entendu parler de la personne immortelle. Aya pensait qu'elle n'enquêtait que sur les monstres, donc cette affaire ne serait peut-être pas d'une grande aide. Mais pour lui, le maître voleur Lupin n'était pas différent d'un monstre. Les deux détectives pensaient toujours que deux d'entre eux étaient excessifs, mais ils ont continué avec l'affaire. Le maître voleur Lupin avait envoyé une lettre annonçant qu'entre 11h et 11h30 le 19, il viendrait voler le diamant nommé l'avant-dernière nuit. La raison de ce nom était que le diamant était noir. Il était précieux et n'avait jamais été exposé, conservé dans un sous-sol fortifié en dessous et entouré de douves. Au sud, il y avait un canal et un canal souterrain, assez grand pour qu'une personne puisse entrer. Sherlock avait fait boucler la zone. Le diamant était protégé par plus de 100 gardes et policiers, ainsi que les deux détectives et deux représentants d'une coopérative d'assurance vieille de Tuzuzan. Selon l'enquête de Lupin, la coopérative avait 7 membres les plus forts qui prendraient toutes les mesures pour protéger leurs clients. Ils portaient tous du blanc et étaient extrêmement compétents. Le premier à arriver pour protéger l'homme de fer était le représentant numéro 5, Reynolds. Et la seconde était la représentante numéro 7, Fatima. Aye a reconnu Reynolds comme celui qui l'entraverait le plus. Il a ouvertement montré son aversion pour Aya et Sanachi parce qu'il n'était pas humain. L'homme de fer a ensuite conduit tout le monde au sous-sol pour entrer dans la pièce contenant le diamant. Cet endroit nécessitait 3 clés et 4 personnes pour pousser la porte ouverte. L'avant-dernière nuit était conservé dans un coffre-fort au design complexe. Cependant, le diamant n'était qu'un produit synthétique, il ne valait donc pas beaucoup d'argent. Aya a remarqué que le coffre-fort était en argent, un métal que les vampires et les loups-garous n'aimaient pas. Le diamant à l'intérieur doit porter une histoire. Il y a 20 ans, un ami d'Iron Man a extrait un diamant d'une relique du XIVe siècle. Il a placé le diamant dans un coffre-fort et l'a donné à Iron Man, qui a mis 10 ans à déchiffrer son mécanisme sophistiqué pour récupérer le diamant. Sur la surface du diamant, il y avait des inscriptions traduites par Aya, mentionnant spécifiquement les loups-garous. Après avoir enquêté sur l'origine du diamant, Iron Man a appris que dans le sud de l'Allemagne, il y avait autrefois une tribu de nains prospères qui avait été exterminée par la tribu des loups-garous. Ils étaient si rancuniers que, pour se venger, ils ont transmis à leurs descendants l'emplacement de la cachette de leur ennemi, à travers un diamant incassable et un coffre-fort en argent que l'ennemi ne pouvait pas toucher. Maintenant, parlons de la pièce. Outre les serrures mentionnées ci-dessus, la pièce dispose d'un microphone pour communiquer avec l'extérieur. Un évent d'aération en forme de spirale au plafond, bloqué par un grillage en fer pour garantir que les humains ne peuvent pas passer à travers. C'est assez d'exploration pour aujourd'hui. Avant de partir, Sherlock a murmuré quelque chose à Iron Man. Sanachi a demandé à Aya si elle avait un moyen de s'occuper de Lupin,
et elle avait pensé à une méthode. Dans l'après-midi du 19 janvier, le groupe de Sanachi est allé s'asseoir près de la rivière. Aya a dit qu'elle voulait visiter le musée de cire. Alors Shizuku est allé demander son chemin, en suivant une carte. Pendant ce temps, l'assistant de Watson et le frère de Sherlock ont réalisé que la personne assise devant eux n'était pas Sherlock, car les vrais ongles de Sherlock n'étaient pas aussi longs. Et le vrai Sherlock était juste derrière eux. Cette personne a enlevé son masque, se révélant être le maître voleur Lupin. Le groupe de Sanachi suivait la carte jusqu'au musée quand Sanachi a pensé à saluer Sherlock. Seulement pour découvrir que Aya avait disparu. Il a accidentellement ramassé la cage d'oiseau de quelqu'un d'autre et s'est fait frapper par Shizuku. Lupin à ce stade a affirmé qu'il n'y avait pas de serrure qu'il ne pouvait pas casser. Puis a sauté dans une voiture conduite par un fantôme et s'est échappé. Manquant de peu la mage Shizuku tout en parlant. Elle a demandé s'il avait vu une cage d'oiseau. Étant donné qu'il apprécie Shizuku, Lupin l'a invité à le rejoindre dans la voiture pour chercher ensemble. Sanachi a de nouveau rencontré Annie par hasard, alors ils sont également partis ensemble à la recherche. Chez son frère, Sherlock lui a rappelé de faire attention aux représentants des assurances. Parce qu'il avait l'impression qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Ceux qui ont le plus influencé leur travail étaient le groupe de Sanachi et Aya. Parce que l'avant-dernière nuit était l'indice pour traquer la tribu des loups-garous. Ils pourraient donc ne pas empêcher le vol du diamant et pourraient même essayer de le voler eux-mêmes. Dans la rue, la personne qui avait pris la cage d'Aya par erreur s'en était rendu compte et a été surprise de la voir. Il a jeté la cage sur la route, ce qui a fait que Aya a été heurtée par une voiture. Mais de ce malheur est venu un plus grand malheur. Car la voiture qui l'a heurtée appartenait aux jumeaux criminels d'avant. D'une manière ou d'une autre, ces deux-là avaient échappé à la police, mais ils avaient des vues sur Aya depuis qu'ils l'avaient vue pour la première fois. À ce moment, Shizuku est arrivé et a vu Aya allongée sur la voiture des jumeaux. Alors elle a viré pour les poursuivre. Annie et Sanachi cherchaient également à proximité quand ils ont aperçu Aya et Shizuku, alors ils s'est lancés à leur poursuite. Sanachi a sauté sur les toits et a sauté directement là où étaient les jumeaux. Sauvant avec succès Aya et la ramenant dans la cage. Lupin les a reconnus comme le groupe des messagers de la cage à oiseaux. Et Aya a également reconnu Lupin, car il portait une tenue identique à celle de Sherlock. Sanachi a présenté son alias comme étant l'assassin démoniaque, mais lorsqu'il était prononcé, cela signifiait qu'il était plus fort que Lupin, ce qui a donné envie à Lupin d'apprendre de lui. Il a jeté des billes et a glissé dessus pour attaquer. Les deux jeunes hommes ont dansé dans les airs pendant un certain temps avant de revenir au sol. Sanachi a été touché au front avec une bille, et en conséquence a reçu un uppercut à la mâchoire et s'est effondré. Lupin a averti le groupe d'Aya de se tenir à l'écart de cette affaire. Mais il ne savait pas que tout était dans ses calculs. L'horloge de Big Ben a ensuite sonné 8 heures. Tout le monde devait passer par une fouille avant d'entrer dans le manoir des Iron Man. Lorsque l'inspecteur français est arrivé, Sherlock a tiré sa barbe pour vérifier s'il était Lupin déguisé avant de lui serrer la main et de le conduire à l'intérieur. En entrant dans la pièce, le groupe d'Aya avait laissé une lettre à Sherlock, disant qu'il serait responsable de la sécurité au sol. Sherlock l'ignora, pensant que seuls les monstres comprennent ce que pensent les monstres. Reynolds refusa de rester dans cette pièce poussiéreuse et exigea également de surveiller le sol. Sherlock savait que c'était pour faciliter la capture de Lupin, alors il laissa faire. Ainsi, seulement 6 personnes restèrent dans la pièce. Il restait encore 3 heures avant l'heure fixée. Mais tout le monde décida de fermer la porte plus tôt. Tous étaient assis autour du coffre-fort en argent, attendant de voir ce que Lupin ferait. À 10 heures, il y eut soudain une explosion dans les douves en contrebas. Entendant des rumeurs selon lesquelles un uniforme d'officier avait été volé, Sherlock dégaina immédiatement son arme et tira sur toutes les serrures, les rendant inutiles. Maintenant, cette pièce était complètement isolée. Personne ne pouvait entrer ou sortir. Même si un serrurier était appelé, il faudrait 5 heures pour percer. Sherlock a eu cette idée parce que Lupin avait affirmé qu'il pouvait ouvrir n'importe quelle serrure. Mais ce ne serait pas un problème si la serrure elle-même ne pouvait pas être ouverte en premier lieu. Les personnes autour qui ont entendu cela ont pensé que Sherlock était vraiment un génie. À 10h55, comme il n'y avait toujours aucun signe de problème, Iron Man suggéra que Sherlock et Watson placent leurs mains sur le coffre-fort. À 11h10, la pièce commença à trembler. L'explosion antérieure avait fait que les hauts des douves inonda par les vents d'aération.
Sherlock réalisa qu'il n'était pas aussi intelligent qu'il le pensait. Il avait été manipulé par Lupin, ce qui avait conduit à la décision de détruire les serrures. Maintenant, il n'y avait plus aucun moyen de s'échapper. En apprenant que des gens étaient piégés dans le sous-sol, Reynolds envoya Fantôme en bas pour les secourir pendant qu'il restait pour surveiller Lupin. Les oncles là-bas savaient avec certitude que Léo ne pouvait pas complètement remplir la pièce. Donc ils ne paniquaient pas encore trop. Ils prévoyaient de s'accrocher aux statues au plafond lorsque Léo monterait. Et Fantôme était arrivé pour défoncer la porte afin de les aider à s'échapper. Cependant, lorsque toutes les hausses s'étaient écoulées, le coffre-fort avait véritablement disparu. L'heure exacte était 11h30. Personne ne savait comment Lupin avait volé le coffre-fort. Même s'il était clair que l'on ne pouvait pas entrer ou sortir librement de la pièce. Il voulait d'abord se réchauffer le corps avant de chercher quoi faire ensuite. Mais lorsqu'ils sont retournés à la cheminée et ont commencé à planifier, Sherlock a demandé à emprunter des menottes à l'inspecteur français, puis l'a menotté. Sherlock savait que c'était Lupin déguisé, car en marchant sur le pont, ses pas n'ont pas fait craquer le pont, donc le ventre à bière était faux. Lupin a avoué immédiatement. Et la façon dont il avait volé le coffre-fort était en enfilant une corde à travers l'eau courante. Et lui, à l'intérieur de la pièce, a attaché la corde au coffre-fort pour que ses complices le tirent. Lupin a enlevé son masque, mais était toujours confiant d'avoir gagné. Cependant, ce coffre-fort ne contenait pas le diamant car Sherlock avait changé son emplacement. Et le vrai diamant était dans la poche là-bas. Mais quand ils ont regardé, il n'était pas là. Lupin avait réussi à le garder dans sa main et à utiliser une bombe fumigène pour s'échapper. Tout le manoir était alors en proie au chaos, à la recherche de Lupin. Mais il s'était échappé en utilisant un uniforme de garde volé. Lupin était décrit comme un voleur semblable à un personnage de la légende japonaise, Ishikawa Goman. Il a été capturé et exécuté par ébullition, alors ses disciples étaient en colère. Et ont décidé de voler tous les pots du monde. Les restaurants ont été confrontés au plus gros problème, car ils n'avaient pas de pots pour leur entreprise. Pendant ce temps, Lupin et le fantôme se sont rencontrés à nouveau, l'un avec le diamant, l'autre avec le coffre-fort. Mais ce qu'il y avait dans le coffre-fort était en fait Aya. Selon Shinichi, la façon dont ils ont attrapé les voleurs de pots était de faire asseoir quelqu'un à l'intérieur pour garder. Et maintenant, ils avaient utilisé une méthode similaire pour faire face à Lupin. Après avoir terminé l'histoire, Shinichi s'est incliné. Et Aya a révélé que Lupin avait confondu Annie avec elle à ce moment-là. Elle a donc délibérément encouragé Shinichi à perdre pour rendre Lupin trop confiant. Au crépuscule, elle avait rencontré l'homme de fer et avait demandé à se cacher dans le coffre-fort. Elle devait garder le coffre-fort hermétiquement fermé tout le temps où elle se cachait pour attendre ce moment. Lupin savait qu'il avait été exposé, mais était confiant que son fantôme s'occuperait de Shinichi. Mais le fantôme s'était enfui, forçant Shizuku à le poursuivre. Reynolds était également arrivé et avait exigé de s'occuper de tout le monde à la fois. Mais soudain, le pont à l'extérieur a été détruit, les laissant sans voie d'évacuation. Cependant, celui qui a détruit le pont n'était pas Lupin, mais le groupe de l'homme portant le bâton en forme de M. Il avait conduit des gens ici pour trouver Lupin. Les membres de son groupe étaient tous des créatures non humaines. Ils ne visaient que le diamant, tandis que la façon dont ses anciens amis seraient traités leur appartenait. Ils ont ensuite commencé à se séparer pour massacrer. Reynolds a attaqué Lupin, mais a également visé Shinichi. Il a dû esquiver et utiliser l'évasion de Lupin pour distraire Reynolds. Il a poursuivi Lupin et a exigé que le diamant soit rendu, alors Lupin l'a jeté. Forçant Reynolds à poursuivre le diamant tandis que Shinichi poursuivait Lupin. Sherlock et le Dr Watson sont également arrivés et ont entendu la situation d'Aya. Quand elle a entendu parler d'un groupe d'étrangers attaquants, elle a demandé à Sherlock de l'emmener avec lui car ses connaissances pourraient être utiles. Le fantôme, s'étant échappé de Shizuku, a rencontré Fantôme. Elle chassait le fantôme parce que son nom était sur la liste de ceux qui devaient être éliminés. Elle a sorti 2 arbalètes et a forcé le fantôme à révéler son visage. Mais se cacher n'a pas aidé le fantôme à échapper à ses flèches. Pendant ce temps, Sherlock et Aya avaient atteint la bibliothèque où de nombreuses personnes avaient été massacrées. En regardant le visage de l'auteur, Sherlock l'a reconnu comme étant un listeur, qui avait récemment fait la une des journaux pour avoir créé divers cultes fanatiques dispersés dans Londres. Ces cultes se spécialisaient dans l'exécution de rituels brutaux. Sherlock avait percé à jour l'astuce de son claquement de doigts, qui consistait à lancer une aiguille empoisonnée.
Voyant qu'il avait tous les deux compris son stratagème, il a décidé qu'il devait être éliminé. Pendant ce temps, l'inspecteur a accidentellement rencontré une femme vampire. Elle n'avait pas peur de son arme faible, alors Shizuku est venu l'aider. Cependant, Shizuku était toujours en mission pour trouver le fantôme, alors elle a demandé si l'un d'eux l'avait vu. Aucun ne le savait, alors elle était sur le point de partir, mais la femme vampire ne le permettrait pas. Au même moment, Reynolds, Lupin et Shinichi étaient toujours dans une course à trois, avec le diamant comme cible. Tous les trois ont couru dans une église et ont accidentellement laissé tomber le diamant là. Lupin a proposé de coopérer avec Shinichi. Reynolds est ensuite entré, et Shinichi a commencé à le distraire avec une conversation, lui faisant perdre sa concentration et permettant à Lupin de pousser un piano entier sur sa tête. Pendant ce temps, le fantôme avait commencé à utiliser l'obscurité pour déjouer Fantôme. Car le fantôme était très habile à contrôler le son. Fantôme n'arrivait pas à déterminer son emplacement pour tirer. Shizuku avait commencé à perdre du terrain face à la vampire immortelle. Bien qu'elle ait des armes en argent qui pouvaient blesser la vampire, la frapper était un problème. Ce à quoi Shizuku ne s'attendait pas, c'est que le sang de la vampire était toxique. Le poison a atteint Shizuku et l'a fait envoûter par la vampire. Sherlock, après une fusillade avec de la magie, s'est retrouvé à court de munitions. Aya avait demandé pourquoi ils avaient besoin du diamant, et ils voulaient simplement trouver des loups-garous pour augmenter leur force. Tout en discutant, Sherlock avait attrapé sa canne pour trouver un lister et avait fait tomber l'aiguille visant son visage. Il a réussi à sortir l'antidote, mais à ce moment, le cerveau est apparu. Selon Sherlock, il s'agissait du professeur Moriarty. Du côté de Shinichi, Reynolds était toujours en vie. Soudain, le fantôme et Fantôme sont tombés juste à l'intérieur, et un autre membre du groupe du professeur s'est également présenté. Il a utilisé la magie pour arracher le diamant en un instant et s'est rapidement occupé des deux représentants des assurances. Lupin et le fantôme avaient déjà fui, sachant qu'ils ne pourraient pas récupérer le diamant de ce monstre. Aya a été surprise par le nom Moriarty, car c'était le nom du chef d'une organisation criminelle qui était censé être mort il y a longtemps. Il détenait le corps d'Aya pour la recherche, et après 8 ans, il était revenu pour créer un gang criminel encore plus important qu'avant. Il l'a fait en rassemblant toutes sortes d'êtres anormaux, et même en prenant un élève inimaginable. Cette personne l'avait supplié d'avoir le corps d'un monstre, alors il lui a enseigné des connaissances sur la chirurgie de transplantation. La personne à laquelle il faisait référence était quelqu'un qu'ils connaissaient tous trop bien. Celui qui avait commis des crimes généraux il y a 11 ans, Jacques l'Éventreur. Ce Jacques affrontait maintenant Shinichi. Shinichi s'était engagé dans un bref échange et avait remarqué que Jacques lui ressemblait quelque peu. Le professeur Moriarty a révélé que lui et Jacques étaient allés au Japon pour trouver des échantillons de démons et de personnes immortelles. En transplantant des démons dans des cellules de personnes immortelles, il pouvait créer un guerrier redoutable doté de capacités régénératrices incroyables. Il avait expérimenté sur de nombreux sujets, dont la plupart sont devenus fous à cause du pouvoir du démon. Il s'était donc adapté pour l'équilibre avant d'opérer Jacques. Il avait réalisé que le corps immortel d'Aya était également un type d'hybride démoniaque. Elle devait donc avoir été modifiée chirurgicalement par quelqu'un dans le passé. Elle l'a admis et a exprimé son aversion pour la personne qui lui avait donné cette immortalité. Il avait utilisé des cellules d'elle pour rendre Jacques immunisé contre les cellules démoniaques. À partir de là, il a commencé à emmener Jacques partout pour lui implanter d'autres espèces. En conséquence, il avait maintenant des caractéristiques de vampire, mais n'avait pas peur de l'argent et pouvait marcher à la lumière du soleil. Maintenant, il visait les caractéristiques du loup-garou. En bref, il avait maintenant une créature avec un corps humain, l'immortalité, un pouvoir d'attaque démoniaque et des capacités de régénération de vampire. Cependant, cette créature apparemment invincible avait toujours une faiblesse, Shinichi. Bien que Jacques ait mal battu Shinichi, les coups de Shinichi ont tout de même laissé certaines blessures sur Jacques et ont empêché sa capacité de récupération. Jacques s'est alors souvenu que Shinichi était le spécimen échappé de Moriarty, tandis que Shinichi se souvenait de Jacques comme de la personne toujours aux côtés de ce vieil homme. Shinichi a révélé qu'il les avait poursuivis ici pour se produire, ce qui a incité Jacques à décider d'ignorer Shinichi plutôt que de lui ôter la vie. La femme vampire essayait maintenant de séduire Shizuku. Elle a rapidement saisi un crucifix à proximité et a poignardé le vampire avec, lui causant une douleur intense et lui donnant envie d'éliminer Shizuku. Cependant,
Jacques a tiré une fusée éclairante pour signaler à tout le monde de partir. Le professeur, voyant que Jacques avait obtenu ce qu'il voulait, a également demandé à Alesté et Franken de partir. Avant de partir, il a révélé le nom de l'organisation qu'il était en train de créer, Night Fist. Shinichi a ensuite retrouvé le groupe de Sherlock et Aya. Shizuku est également revenu saine et sauve. Il ne savait pas où était allé le groupe de Lupin, mais Sherlock savait que Lupin avait utilisé les égouts pour s'échapper car Léo des Douves avait été partiellement drainé, ce qui lui avait permis de s'échapper. Quant au coffre-fort, il semblait que Lupin avait profité de l'occasion pour le voler, mais Shinichi voulait qu'il regarde sa performance. Jacques était retourné à l'organisation et était sur le point de sortir le diamant pour que le professeur le voie, mais ses vêtements s'étaient déchirés sans qu'il s'en aperçoive. Shinichi tenait maintenant le diamant qu'il avait rapidement arraché à Jacques. Aya avait ensuite décodé ce poème. Elle a demandé à Sherlock de tenir le diamant à la lumière, et de l'intérieur, une ligne de texte est apparue. Fang Forest. Il semblait que c'était là que vivaient les loups-garous. Shinichi se souvenait que Jacques avait fait quelque chose de similaire, donc Night Fist pourrait également connaître cette information. Il y a des années, une mère et son enfant loups-garou ont été chassés par les villageois. Ils ont dû se cacher dans une tour, mais les villageois ne les ont pas laissés partir et ont incendié toute la tour pour les tuer tous les deux. De retour au présent, le groupe d'Aya était parti pour la forêt de Fan dans le sud de l'Allemagne. Aya voulait qu'il soit prudent car il pourrait être pris en embuscade par les hommes de Moriarty. Aya avait déjà rencontré des loups-garous auparavant. Les loups-garous pouvaient se transformer entre trois formes. Sous forme humaine, ils étaient à peine différents des humains. Sous forme d'homme-bête, ils étaient légèrement supérieurs aux humains. Mais sous forme de loup complète, leur sens était considérablement amélioré, et leur peau était assez résistante pour résister aux tirs d'armes à feu. Soudain, en marchant, le groupe d'Aya a rencontré un homme barbu. Il les a reconnus tous les trois comme des détectives qui enquêtaient sur des monstres et a imploré de l'aide. Car une fille du village avait été enlevée par un loup-garou. Quand ils sont entrés dans le village, ils ont été évités par les villageois. Aya a demandé à l'oncle de raconter toute l'histoire. Plus précisément, il y a 1 an, la petite fille du chef du village a été enlevée et retrouvée morte dans la forêt le lendemain. Sa tête et son dos étaient brisés, son visage était mutilé et déformé. Un bras avait été rongé et son corps était couvert de morsures. 4 mois plus tard, la fille du meunier a été la prochaine à être enlevée, et son état était tout aussi horrible. 4 autres mois se sont écoulés, et la fille du propriétaire de la minoterie a été la prochaine victime. Les 3 incidents se sont produits lors de nuits pluvieuses. Les marques trouvées sur les corps étaient toutes les mêmes, et les caractéristiques d'identification des cadavres correspondaient toutes. Une autre chose était une autre petite fille a été enlevée. Le père avait défoncé la porte pour se précipiter à l'intérieur, mais le coupable avait emmené la fille et s'était échappé par la fenêtre. Cependant, il n'avait pas plu hier. Il y a 8 ans, les villageois avaient chassé les loups-garous du village avant qu'une catastrophe ne se produise. Lorsqu'il a été amené à l'église, le père de la fille a été surpris en train de soupçonner un étranger d'être un loup-garou. Mais il y avait 3 étrangers, donc un tel raisonnement ne pouvait pas tenir. Le groupe de détectives est arrivé, et Aya ne les a pas encouragés à regarder la vraie forme de la fille. Mais ils ont quand même regardé et ont été choqués. Le père de la fille disparue a traité Aya de monstre. Mais seule elle pouvait résoudre l'affaire, il a donc dû écouter. Aya a ensuite demandé à voir les lieux du crime et a remarqué que c'était très désordonné. La cheminée n'était pas allumée la nuit dernière, donc le coupable a dû entrer par là. D'après la taille et les empreintes de pas, on pouvait déduire qu'il s'agissait d'un homme-bête. Elle a ensuite demandé à l'oncle barbu de lui apporter les marques de dents des cadavres précédents. Et lui a demandé à Shizuku de lui apporter une balle de la taille de sa tête. Elle a ensuite demandé à la mère ce qu'elle avait fait la nuit dernière. Elles ont juste suivi leur routine normale des 2 fenêtres. L'une était bien verrouillée, et celle qui était cassée a été réparée et ne pouvait pas être ouverte. La direction de la fuite du coupable était évidente. Shizuku est ensuite arrivé et on lui a demandé d'aller sur le toit pour observer s'il y avait des traces. Quand il n'y avait rien, elle a dit à Shizuku de jeter quelque chose. De la poussière s'est levée en nuages, et l'oncle a rapporté les marques dedans. Aya a alors pu conclure que cet incident n'avait pas été causé par un loup-garou enragé en train de courir à l'aveugle. Mais par quelqu'un avec raison. Il y avait du sang sur le lit, mais pas de sang sur la voie d'évasion. Le coupable a donc dû apporter un sac pour y mettre la fille. De plus, la serrure de l'entrepôt était également cassée.
Et on savait qu'il y avait eu une effraction il y a 1 an et que des armes et des munitions avaient été volées. Étant donné que cela coïncidait avec le premier incident, il fallait en tenir compte. L'ensemble du groupe s'est ensuite rendu chez le chef du village. Et il avait des informations sur la forêt de Nan et la demeure des loups-garous. Il connaissait également ce diamant, alors Aya a décidé de négocier avec lui. Elle capturerait et résoudrait l'affaire du loup-garou dans ce village en échange d'informations de sa part. Selon le chef du village, parmi les 3 suspects du village, il n'y avait qu'un seul docteur, un seul ingénieur et un seul artiste. Tous les 3 étaient des étrangers venus au village. La façon de détecter les loups-garous était de placer des fleurs parfumées ou de taper sur des peaux près de leurs oreilles. Pour les effrayer en raison de leur sens accru, mais tous les 3 n'ont montré aucune réaction. Les loups-garous peuvent contrôler leur sang, leur reproduction et leurs caractéristiques. Ce qui a fait que les loups-garous modernes ne craignent plus l'argent et l'eau bénite. Alors maintenant, la seule façon d'éliminer un loup-garou est de le tuer sous forme humaine. Mais si le roi des loups-garous naît, toutes les méthodes conventionnelles deviendront inefficaces. Le roi des loups-garous est une légende sur les loups-garous qui finissent par donner naissance à un individu considéré comme un dieu du clan des loups-garous. Il avait déjà vu des loups-garous immunisés contre l'argent. Dans le passé, une mère et son enfant loups-garou étaient venus au village et avaient trompé tout le monde. Mais heureusement, la petite fille Louis, qui venait d'être kidnappée, les avait découverts et avait aidé à chasser les loups-garous du village. Depuis lors, la petite fille a été considérée comme la divinité gardienne du village. Il est dommage que la fille ait maintenant également été kidnappée par le coupable non identifié. Pour en savoir plus, le groupe de messagers s'est rendu chez l'ingénieur. Il y a environ 13 ans, il avait trouvé une femme enceinte blessée au plus profond de la forêt. Il a appris que le nom de la fille était Rose. Et pensait qu'elle était une servante d'une famille qui avait une liaison avec le maître et avait été chassée. À cette époque, les villageois étaient assez tolérants, alors il l'a amenée au village pour s'occuper d'elle. 6 mois plus tard, elle a donné naissance à une fille nommée Jay. Rose vivait surtout à la maison et était une personne intelligente et généreuse. La vie était paisible jusqu'à ce qu'un jour, à cause de leur apparence similaire, Rose a pris Louis pour sa fille et a révélé son identité de loup-garou. Les villageois ont ensuite brûlé les 2, la mère et l'enfant, vifs. Et cet ingénieur lui-même a confirmé les 2 squelettes de la mère et de l'enfant loup-garou. L'ingénieur fait confiance au docteur, donc il ne reste qu'une seule suspecte, l'artiste peintre. Le groupe de détectives s'est ensuite rendu chez l'artiste peintre. Il y a 5 ans, elle est venue ici pour peindre des cascades. Et comme le paysage était si beau, elle est restée ici depuis. Les parents des victimes lui avaient demandé de peindre des portraits commémoratifs pour leurs enfants. De l'avis de l'artiste, le coupable semble être juste un loup sauvage. De temps en temps, tôt le matin ou au coucher du soleil, elle avait vu un loup avec un pelage exceptionnellement doré. Seulement elle avait vu le loup parce qu'elle vit à la périphérie du village. Alors maintenant, elle est également devenue la principale suspecte. Il n'est pas clair si cet artiste peintre est le coupable ou non. Mais Aya sait qu'elle a menti sur le fait de vivre dans une famille d'artistes et d'être diplômée d'une école d'art. La façon dont elle tient son stylo ne ressemble pas à celle d'un vrai artiste, alors Aya l'a compris. Elle a dû expliquer que parce qu'elle est maintenant orpheline et souvent victime de discrimination, elle a menti pour éviter l'embarras, car elle avait été abandonnée depuis l'enfance. Alors que le groupe de détectives était occupé à enquêter sur l'endroit où l'ingénieur avait trouvé Rose. Le groupe de la fête nocturne les observait de loin. Dans la soirée, Aya était présente chez l'oncle docteur. C'est lui qui a entendu le cri de Louis lorsqu'elle a été emmenée. Aya a soudainement posé des questions sur la façon dont les parents de Louis traitaient la petite fille. Car elle avait vu le fauteuil roulant de Louis. Les roues et les accoudoirs étaient sales, mais les poignées à l'arrière étaient extrêmement propres. Louis avait également appris à être indépendante. Alors peut-être que les parents de Louis ne se souciaient pas du tout de la petite fille. Aya a demandé si Louis était déjà sorti seul. La plupart du temps non, mais il se souvenait qu'il y a environ 1 an et demi, Louis avait disparu. Et ce n'est qu'au crépuscule que les villageois ont découvert son fauteuil roulant coincé dans un tas de boue au bord de la rivière, l'empêchant de bouger. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était sortie seule, la petite fille a dit qu'elle voulait aller chez l'artiste. Aya comprenait maintenant mieux la situation dans ce village. Soudain, 2 invités sont venus rendre visite. Ils ont immédiatement commencé à se battre.
Et les deux qui sont venus étaient les numéros 3 et 4 de l'organisation d'assurance. Ils sont venus ici pour trouver le loup-garou. Mais maintenant, même s'ils volent le diamant, ils ne savent pas comment l'utiliser. Sanachi a révélé que seul le chef du village sait comment l'utiliser. Et il avait promis de le dire à Aya si elle résolvait l'affaire avec succès. Les deux parties ont décidé de cesser le feu. Et le numéro 3 voulait que Aya résolve l'affaire rapidement. Aya a ensuite dû continuer à soigner Sanachi. Et il a remarqué que Shizuku semblait jalouse de lui. Soudain, il a découvert des villageois courants pour encercler la maison de l'artiste peintre. Elle a crié à tout le monde de rester à l'écart et a avoué être le coupable qui avait mangé toutes les victimes. Elle s'est ensuite transformée en loup et s'est précipitée à l'extérieur. Le numéro 3 a tiré une balle en argent, mais cela n'a eu aucun effet, et elle s'est échappée. Le groupe de détectives a poursuivi et s'est battu avec l'artiste peintre. Sanachi a confié Aya à Shizuku pour qu'elle la protège et a sauté pour se battre. Les numéros 3 et 4 sont également arrivés et ont tiré quelques coups de feu. Quand Shizuku est allé aider, l'artiste peintre l'a esquivé et s'est précipité pour jeter Aya dans le ruisseau. Shizuku s'est jeté en avant, repoussant Aya et se laissant tomber dans la cascade. Bien que le coupable se soit échappé, le chef du village a quand même accepté de partager comment utiliser le diamant. Allez à l'entrée du village, tenez-vous à l'endroit où se trouve la tour brûlée. Et attendez que la lumière du soleil brille à travers la première lettre du poème gravée sur le diamant pour obtenir des résultats. Le groupe de détectives et le groupe d'assurance ont suivi ces instructions. Et ont révélé l'emplacement du village de Loups-Garou dans la forêt de Nan. Le groupe de la fête nocturne, voyant les développements, s'est également préparé. Shizuku avait maintenant repris conscience. Elle avait dérivé en aval et a été sauvée par une louve-garou nommée Nora, qui a demandé à deux amis proches de la réchauffer, l'aidant à surmonter son état critique. Shizuku a remarqué que ce village de loups-garou dormait à midi au milieu de la nuit, avec un mode de vie opposé à celui des humains. Les loups-garous n'autorisent pas les humains dans le village. Donc Shizuku devait partir le plus tôt possible. Dans le même temps, Shizuku a également appris que dans ce village de loups-garou, il y avait une affaire de meurtre en série où les victimes étaient de jeunes filles les jours de pluie. Étant donné que son arme n'était pas le type utilisé sur les corps, ils ont cru qu'elle n'était pas le coupable. Elle voulait qu'il attende l'arrivée d'Aya parce que Aya pouvait résoudre l'affaire. Mais plus il y aurait de gens qui entreraient dans le village, plus ce serait difficile. Alors Nora a pensé qu'il serait préférable que Shizuku parte. Elle a ensuite fait du thé pour les 3 louves-garous à boire. Elles l'ont toutes félicitée. Et Shizuku voulait en savoir plus sur l'affaire. On a appris que cela avait commencé il y a 1 an, avec des décès survenant tous les 4 mois. Et maintenant il y avait 3 victimes. Les victimes sont mortes d'une balle dans la poitrine. Et les hommes du village perdaient toujours la trace du coupable parce que la pluie effaçait toutes les traces. Chaque fois, personne n'entendait de coups de feu. Jusqu'à présent, ils savaient seulement que le coupable utilisait une arme de poing, était très doué pour les embuscades et savait comment effacer parfaitement les traces. En général, Shizuku ne pouvait rien enquêter. Alors il voulait la faire sortir de là et avait besoin de trouver un endroit avec de l'eau pour aider Shizuku à effacer son odeur. Nora attirait les hommes pour que les deux amis puissent trouver un moyen de faire sortir Shizuku. En chemin, Shizuku a appris qu'aucune fille de ce village ne pouvait s'échapper, car elle serait attrapée par les hommes. Toutes les filles du village seraient forcées par le chef du village. Devenir prêtresses pour améliorer la race. Soudain, les hommes étaient toujours là, alors les deux filles ont dû faire semblant devant eux. Juste au moment où elles ont réussi à passer, une petite erreur a révélé l'identité de Shizuku parmi les loups-garous. Elle a été pourchassée et finalement encerclée par le grand nombre. Elle a pris la parole pour défendre les deux filles afin qu'elles ne soient pas poursuivies. Le chef du village est venu et a voulu s'occuper de Shizuku immédiatement. Mais les deux filles ont fait valoir que Nora avait sauvé Shizuku et voulaient voir ce qu'elle avait à dire. Ils l'ont ensuite emmenée à la colline de bois pour l'interroger. Celui qui jugerait si elle mentait ou non serait le chef du village. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas construit la colline de bois depuis l'affaire de Rose. Peu importe comment elle expliquait, le chef du village la considérait toujours comme menteuse. Les deux filles ont également pris la parole pour défendre Shizuku. Soudain, au milieu du procès, un coup de feu a retenti. Tout le clan s'est précipité dans la forêt pour trouver Nora abattue. Aujourd'hui, il ne pleuvait pas, mais il ne pouvait toujours pas sentir les traces du coupable.
La vieille femme a de nouveau blâmé Shizuku. Mais les hommes ont fait valoir que Shizuku avait été retenu sur la colline de bois tout le temps. Alors comment aurait-elle pu faire ça? Les loups-garous ne savaient pas quoi faire, alors ils ont laissé Shizuku examiner la scène. Il y avait très peu de sang autour, alors Shizuku a deviné que ce n'était pas là que le coupable avait agi. Le corps de Nora était mouillé, mais ses vêtements étaient secs. Ce qui signifie qu'elle avait trempé quelque part avant de mettre des vêtements. Puis a été abattue et le corps a été déplacé ici. Il y avait une marque de coup de feu sur un arbre voisin. Donc 2 coups de feu ont été tirés, mais un seul a fait du bruit. Voyant que Shizuku ne pouvait pas beaucoup aider, les loups-garous ont décidé de s'occuper d'elle car ils ne laisseraient personne d'autre entrer dans le village. Ailleurs, le groupe d'Aya se déplaçait lorsqu'il a été attaqué par Franken. Il a tiré Sanachi et Aya en bas d'une falaise et a coupé le groupe d'assurance. Franken les a ensuite informés qu'il les avait aidés tous les deux à se débarrasser du groupe d'assurance. Alors il voulait en retour l'emplacement du village des loups-garous. Même en connaissant l'emplacement, Franken craignait toujours que Sanachi ne mente. Alors il a exigé de garder le diamant comme garantie. S'ils se rencontraient au village des loups-garous, il le rendrait. Ensuite, ils ont suivi leurs chemins séparés. Sanachi et Aya sont arrivés au village des loups-garous, qui organisaient des funérailles pour Nora. Avec l'aide d'une loup-garou, Sanachi et Aya ont rencontré Shizuku dans la prison. Aya a posé des questions sur les résultats de l'enquête de Shizuku et l'a félicité pour son bon travail. Les hommes ont capté leur parfum et ont décidé de vérifier la prison. Pour éviter le chaos, Shizuku a décidé de rester temporairement en prison, tandis que Sanachi emmenait Aya pour enquêter sur les lieux du crime. Les loups-garous ont bientôt capté leur parfum et les ont poursuivis. Mais Aya a dit à Sanachi de contourner un rocher pointu pour qu'elle puisse observer. Elle a aidé Sanachi à trouver un interrupteur. Et tous deux ont réussi à entrer dans un tunnel avant l'arrivée des loups-garous. C'est ainsi que le coupable dissimulait ses traces après chaque crime. Il y avait encore du sang ici, et l'arme du coupable était également ici. Donc les victimes ont dû être tuées ici et leurs corps ont été déplacés à la surface. Aya a reconnu qu'il s'agissait de l'arme que le père de Louis avait perdue dans le stockage. En allant plus loin, ils ont découvert la traînée de sang de Nora et un lac. Un coin ressemblait à quelqu'un qui avait été là. Sur le mur, il y avait un horaire sculpté, et ils devaient aller plus loin pour en savoir plus. Pendant ce temps, quelqu'un dans le village humain a accidentellement découvert le corps de Louis. Le groupe de détectives a trouvé le corps de l'artiste peintre à côté d'un tunnel menant au village humain. Maintenant, Aya a compris que Rose avait utilisé ce tunnel pour atteindre le village humain il y a des années. Ils ont tous deux rencontré à nouveau l'oncle docteur et ont appris que le corps de Louis avait été retrouvé. Rencontrant les parents de Louis, Aya leur a demandé comment ils avaient traité Louis avant qu'elle ne devienne la divinité gardienne. Louis était alors considéré comme un fardeau parce qu'elle ne pouvait pas marcher seule. Il y a 8 ans, les parents de Louis avaient l'intention de l'abandonner. Ils l'ont laissé dans la forêt, mais de façon inattendue, Jay, la fille de Rose, a ramené Louis au village ce soir-là. Louis a ensuite révélé l'identité de la mère et de la fille loup-garou ce même soir. En gros, Louis a été abandonné, Jay a sauvé Louis. Et Louis a trahi Jay pour se rendre utile au village afin de ne pas être abandonné. Louis était très intelligente car si elle ne les avait pas dénoncés, les villageois auraient enquêté et révélé que ses parents avaient tenté de l'abandonner. Aya a maintenant commencé à comprendre et a décidé de retourner au village des loups-garous une fois de plus. Toutes deux ont utilisé le tunnel pour revenir et ont commodément revu certaines choses en cours de route. Les numéros 3 et 4 ont également découvert le tunnel et ont décidé d'appeler tout le village. La vampire était entrée dans le village et avait commencé à le corrompre. Le groupe de Sinachi avait déjà libéré Shizuku de prison. Aya voulait retourner au village parce qu'elle avait plus de choses à clarifier. Elle a de nouveau demandé à la louve-garou s'il était vrai que les villageois ici vivaient la nuit et vivaient séparément. Après confirmation, elle a chargé Sinachi de distraire les loups-garous. Les hommes, apprenant que Shizuku s'était échappé, ont commencé à agir. Franken et Alesté, entendant le hurlement, ont également agi immédiatement. Sinachi a découvert 3 loups-garous qui le poursuivaient. Il les a vaincus un par un en utilisant des tactiques intelligentes. Aya avait maintenant atteint le cimetière du clan des loups-garous pour déterminer l'indice final. Le village des loups-garous a soudainement été incendié. Les numéros 3 et 4 avaient conduit les villageois à se venger des loups-garous. Les 3 membres du parti de la nuit avaient commencé à massacrer des loups-garous.
Aya avait demandé à la louve-garou de déterrer le corps de Nora pour qu'elle l'examine. Elle a dit à Shizuku de retourner aider les loups-garous. Elle est revenue pour trouver la louve-garou restante, mais a rencontré la vampire. Le numéro 4 a maintenant affronté Franken et a commencé un duel verbal. Le numéro 3 a rencontré le magicien. Après un certain temps, Aya avait compris tout le problème et retournerait au village pour expliquer. Pendant que les deux autres parties se battaient, le numéro 4 avait enchaîné Franken. Mais Sinachi était venu aider Franken. Le numéro 4 était assez habile avec les chaînes, ce qui rendait difficile pour Sinachi de gérer. Voyant Sinachi en difficulté, Franken a arraché son propre bras et l'a jeté à Sinachi, qui l'a donné un coup de pied pour assommer le jeune homme qui était arrivé. Il a exigé que le diamant revienne de Franken et a posé des questions sur le corps d'Aya. Il a appris qu'il était toujours conservé dans le nid de la fête nocturne à Londres. Le numéro 3 et Alester se battaient toujours à distance. Le numéro 3 a jeté une pelle et a tiré à un angle pour frapper Alester avec le ricochet. Ici, la vampire a découvert que Shizuku ne portait pas de sous-vêtements, mais elle ne voulait pas en parler. La vampire a informé Shizuku que parce qu'elle avait déjà été exposée à son poison. Elle avait maintenant des anticorps dans son corps. Shizuku n'était pas sûr si c'était vrai, alors la vampire lui a donné une marque sur sa jambe. Shizuku est retombé sous son charme, mais la vampire a dit que ce qu'elle lui avait dit était vrai. Et ce n'était qu'une illusion. Elle est ensuite partie, épargnant Shizuku cette fois. De l'autre côté, le numéro 3 pensait qu'elle avait mangé Alester. Mais il avait changé de corps et lui a donné une aiguille. Sinachi et Aya sont allés rencontrer Shizuku à nouveau. Sinachi voulait résoudre l'affaire, mais Aya avait quelque chose à lui faire faire. Dehors, les gens des deux villages se préparaient à un combat général. Finalement, Aya est arrivée et a appelé tout le monde à s'arrêter. Elle a annoncé qu'elle avait trouvé le coupable pour les deux affaires. L'auteur se tenait directement sur la colline de bois, qui était à la fois Louis et Nora. Nul autre que la fille de Rose, Jay. Retournant sur la scène du crime dans la pièce où Louis a été attrapé. Les preuves ont montré que personne n'était entré dans la pièce. Mais il y avait des traces de quelqu'un sautant par la fenêtre sous forme de loup. Les empreintes de pas à la cheminée auraient dû avoir de la poussière autour. Si quelqu'un s'était introduit par la cheminée. Mais la zone était propre, donc cela n'aurait pu être que mis en scène. Quand elle a appris que Jay et Louis étaient similaires, elle a soupçonné que Jay du passé était toujours en vie. Cette nuit-là, l'artiste qui s'est transformé en loup était en fait Jay déguisé. Car les marques de dents sur la jambe de Sanachi correspondaient à celles de toutes les affaires dans le village humain. Il semble que l'artiste ait été tué juste après son départ avec Sanachi après l'enquête. Quant au corps de Nora retrouvé la nuit dernière, il a en fait été tué dans la grotte. Car si des humains étaient passés, ils auraient besoin d'une lampe. Et les lampes attirent les mythes là-bas. Seuls les loups-garous peuvent marcher dans l'obscurité sans avoir de poussière de mythe sur eux. Donc ce corps de Nora a également été créé par Jay. La personne qui avait vécu dans la grotte et a été abattue par Jay était assez petite. Et y avait vécu pendant 1 an et demi. Coïncident avec le moment où Louis a disparu auparavant. Elle était donc sûre que la personne tuée la nuit dernière était Louis. Pas la Nora qu'il connaissait, parce que les deux se ressemblaient beaucoup. En général, il y a des années, Jay a été aidé par Rose à s'échapper vers le village des loups-garous. Et a changé son nom en Nora. Mais a également joué le rôle de Louis pour vivre dans le village humain. Il y a 5 raisons pour lesquelles elle affirme cela. Premièrement, les deux villages interagissaient rarement l'un avec l'autre. Deuxièmement, le tunnel a aidé Jay à ne prendre qu'1 heure pour se déplacer entre les deux villages. Troisièmement, les horaires de vie dans les deux villages étaient opposés. Quatrièmement, Louis avait généralement peu d'interaction avec le village. Et Nora vivait seule, donc personne ne les reconnaîtrait. Cinquièmement, il y avait un lac dans le tunnel qui a aidé Jay à effacer son parfum. Lors du passage entre les deux identités. Quand ils sont retournés au village humain, le corps de Louis a été découvert. Jay avait déterré le corps de Louis, l'avait mordu et déchiré chaotiquement. Puis avait dissimulé la blessure par balle. En d'autres termes, Jay étant vivante était la coupable des deux affaires. Dans le village des loups-garous et le village humain. Aya sentait que Jay était devenu trop obsédé par la vengeance. Il y a 13 ans, Rose s'était échappée de ce village de loups-garous. Et était venue au village humain. Plusieurs mois plus tard, Jay est née. Après avoir vécu pendant un certain temps, elles ont été découvertes par Louis, qui a révélé leur identité, causant la mort des deux par le feu.
Mais Jay avait survécu et s'était échappé au village des loups-garous. Le petit squelette trouvé était celui d'un renard dans la tour. Jay était venu ici et avait changé son nom en Nora. Mais haïssait toujours ce village. Alors elle a prévu de créer un conflit entre les deux villages. Donc, il y a 1 an et demi, Jay avait kidnappé Louis. Mais Louis haïssait aussi ce village. Alors il a accepté d'aider Jay à se venger. Ainsi, Jay vivait avec 2 identités et recueillait des informations. Il y a 1 an, elle a causé des meurtres consécutifs pour accroître l'hostilité entre les deux villages et a mis en scène des événements pour effacer ses traces. Mais quand le groupe de détectives est arrivé, les choses ont mal tourné. Jay avait choisi l'artiste pour piéger, puis s'est échappée. Elle a ensuite sauvé Shizuku et a délibérément prévu que Shizuku soit exposé. Et pendant que tout le village interrogeait, elle est allée au tunnel, a tué Louis, puis a ramené le corps ici pour créer une fausse scène de crime. Elle a tiré sur l'arbre pour aider Shizuku à ne pas être soupçonnée comme coupable. Quand tout le monde pensait qu'elle était morte, elle était allée déterrer le corps de Louis pour le ramener au village humain. Et avait ensuite ouvert un chemin caché pour entraîner les deux villages dans un conflit. Mais j'ai pensé que Aya avait encore tort. Elle est ensuite partie et a rencontré Sanachi dans le tunnel. Il l'attendait là pour l'attraper. Mais elle a révélé qu'elle était en fait la reine des loups-garous. Alors elle a éteint les bougies pour lui tendre une embuscade. Cependant, il a réussi à la faire tomber dans le lac. Et l'a attachée pendant que sa fourrure se gonflait. Aya est venue et a annoncé que les deux villages avaient réglé leurs différends. Aya voulait que Sanachi libère Jay parce qu'elle avait mal raisonné. Jay n'a pas mis en œuvre le plan de vengeance. Mais pour libérer les femmes sorcières du destin fixé par l'ancien du village. Le fait qu'elle soit à la fois la reine des loups et une femme sorcière rendait difficile pour quiconque d'imaginer quel serait son destin plus tard. Elle voulait donc libérer les personnes comme elle de ce destin cruel et les aider à s'échapper. En réutilisant à plusieurs reprises des cadavres du côté humain pour simuler des décès du côté des loups-garous. Elle avait sauvé 3 personnes en sacrifiant 3 autres. En raison de sa mauvaise conclusion, Aya la laisserait partir et s'il y a une chance, elle se rencontrerait à nouveau. Aya a estimé que c'était la première fois qu'elle avait tort et qu'elle laissait un criminel partir. Elle savait que les deux villages avaient tiré leur propre leçon, mais était sûre que rien ne changerait. Le film se termine ici et nous devrons attendre la partie 2 pour savoir ce qui se passera ensuite. Au revoir pour l'instant.